tous, à toutes, surtout pour le live en ligne. Donc je suis Emmanuel Guichawa, je manage et gère une agence qui s'appelle Vux et aujourd'hui je vais donc animer cette petite table ronde autour de la thématique comment inscrire une démarche collaborative dans une vision 5.0. On se donne une petite demi-heure pour évoquer ensemble ces sujets-là. Voilà, la première question que j'avais envie d'abord vous donner la parole individuellement pour que vous puissiez représenter vos entreprises et vos métiers. Si tu veux bien commencer, Emmanuel Garcia, s'il te plaît. Donc, Il marche l'autre micro? Vas-y, c'est bon? Faut le rallumer? 1, 2, 1. Donc, bonjour, rebonjour. Donc, Emmanuel Garcia, je suis directeur de la région Grand Est, référence DSI. Donc, référence DSI qui propose du DSI à temps partagé pour les PME. Voilà. Donc, avec un dispositif local, on a des équivalents dans les autres régions. Donc, voilà, je m'occupe de la région Grand Est. Marc? Bonjour à tous, Marc Trottmann, Société ITZ, et je travaille sur l'accompagnement des organisations sur les projets de digitalisation interne. C'est autour de l'adoption et des usages collaboratifs autour de Microsoft 365 en particulier et autour de la digitalisation et l'automatisation de processus métiers. Ça touche tous les sujets de collaboration et de gouvernance. Et toi, mon cher Christian? Bonjour, bonjour. Donc moi, je suis Christian Goutte-Kunst, je dirige la société CG Project Management qui édite une solution qui s'appelle Goutti, qui est une solution de gestion de projet, gestion de portefeuille, suivi financier, suivi des temps en SaaS. Merci. Alors Marc, la première question que j'ai par rapport à la thématique qu'on a fixée ensemble, c'est quoi une vision 5.0 et c'est quoi une démarche collaborative pour toi au regard du 4 vers le 5? Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce qui change et surtout qu'est-ce qui est important dans cette métamorphose? Alors déjà, le 4 était là pour évoquer les révolutions industrielles, la quatrième révolution industrielle, et en particulier évoquer le machine to machine. Et le 5 est là pour rajouter en fait, ce qui manque en fait, pour faire tourner les machines et pour faire interagir les uns avec les autres, c'est la dimension humaine. Donc le 5 vient compléter cet dispositif autour des machines sur l'humain. Et donc le collaboratif et l'humain, finalement, j'allais dire, c'est presque un pléonasme en fait. Collaboratif et humain, on peut difficilement faire l'un sans l'autre. Donc voilà, aujourd'hui, on a eu ces dernières années beaucoup de révolutions dans les méthodes de travail, dans les approches vis-à-vis du travail, ce qui fait que le facteur humain est devenu très très important et la collaboration, c'est-à-dire les interactions entre les personnes, c'est vu révolutionner puisqu'on n'est plus forcément au même moment, au même endroit, où on est partiellement avec des personnes qui sont ensemble, d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut qu'on trouve un petit peu toutes ces nouvelles façons de travailler dans ce nouveau mode. Merci. Emmanuel Garcia, mon cher. Garzia, excuse-moi. S'il vous plaît. C'est quoi le problème rencontré qui fait qu'on passe au 5 par rapport au 4? Qu'est-ce que tu ressens toi au quotidien par rapport aux fonctions que tu occupes chez tes clients? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de, effectivement, comme l'a dit Marc, l'humain, on doit le prendre en considération. C'est quoi les problèmes rencontrés précédemment et pourquoi ça devient important aujourd'hui? En fait, nous, on est là pour trouver des solutions aux problèmes. Donc, c'est pour ça que Référence DSI a eu l'idée de créer le temps partagé augmenté. C'est-à-dire que le constat était simple, c'est que ne pas trouver de DSI au bon moment, comme disait Marc, pour réaliser des tâches particulières, urgentes, bien sûr, parce qu'il faut toujours les faire pour hier. C'était de trouver la bonne personne, la bonne compétence pour accompagner effectivement ces projets principalement structurants. Et en fait, l'idée, c'était d'ubériser en fait la fonction de direction
alors pas de direction générale, mais plutôt des directions support, avec du DSI, du DAF, du DRH et du digital. Et de faire que on peut être très réactif et surtout on peut ajouter de la modularité sur nos interventions. C'est-à-dire que quand vous embauchez un DSI, il faut lui trouver, il faut l'alimenter en projet, il faut etc. Ou des fois il est surstaffé, ce qui fait qu'il n'arrive pas à tout faire et donc il les fait à son rythme. Donc là l'idée c'était de proposer donc un dispositif pour répondre à la problématique de cette variabilité, aussi bien en charge de travail qu'au niveau compétences et au niveau expertise. C'est pour ça que le temps partagé augmenté a été créé il y a 15 ans chez Référence DSI. Ok, mais pour du coup plus précisément par rapport à ma question, c'est quoi le problème rencontré? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça change de prendre en considération l'humain sur le 5.0 par rapport au 4, comme le disait Marc, machine to machine? Entre le 4 et le 5, il y a plus 1, mais... Merci Manu. Non, mais ce qui change, c'est que je pense que maintenant les entreprises sont de plus en plus conscientes, comme disait Marc, que c'est pas non seulement il faut faire travailler les machines, mais il faut aussi faire travailler l'humain en termes d'organisation. Et donc pour organiser tout ça, ils ont besoin de direction et de middle management. Et donc c'est là où nous, en fait, on apporte cette valeur ajoutée. J'ai toujours pas répondu à la question. Si, merci. Et du coup, toi, Christian, par rapport à Gouti, en quoi cet outil est globalement ce que tu fais au quotidien auprès des clients que tu accompagnes, la place de l'humain dans les dispositifs que tu mets en place est devenue importante? Alors moi, quand j'ai commencé dans le métier de la gestion de projet, le chef de projet, il travaillait sur, c'était MS Project, hein, la Bible à l'époque. On planifiait, on faisait réaliser. Si ça ne marchait pas, on poussait pour que ça réalise. On cachait un peu les problèmes. Et de toute façon, l'humain, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Mais entre-temps, on a tous vieilli, puis il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et si on ne met pas de l'humain, ça ne marchera pas. Et donc, quand je mets en place un projet, quand je le planifie, j'ai besoin évidemment de savoir la réalité de comment ça se passe, et ma collaboration, c'est aussi d'avoir le retour de cet humain sur ce que je lui demande de faire. Et il ne s'agit pas juste de l'interroger pour savoir si ça va bien, c'est le prendre en compte. Et tous ces aspects-là, ils étaient beaucoup moins pris en compte à une certaine époque, et peut-être que c'est aussi les générations qui sont arrivées qui nous ont poussés à ça, qui fait que maintenant c'est un must-have, cette prise en compte. Avant, on pouvait faire sans, mais plus maintenant. Et si on essaye de le faire sans, ça ne marchera pas. On va être juste sur des objectifs qu'on essaiera de tenir ou bien qu'on ne suivra pas. Donc cet aspect, ce 5.0, il est, excusez-moi pour l'anglicisme, hein, c'est du mandatory maintenant. On doit prendre en compte cet aspect-là, parce que sinon on s'arrête à l'étape de « ok, on veut faire quelque chose, on va le faire comme ça, et puis ensuite, on verra bien ». La phase d'outillage ou de solution, mais effectivement qui n'est qu'une solution partielle parce qu'on n'a pas les acteurs qui font vivre la solution. Exactement. Okay. Et le fait d'être en mesure d'intégrer dans ces outils, alors évidemment, moi je parlais de gestion de projet, gestion de portefeuille, les aspects de Gouti, mais finalement, quels que soient ces aspects outillage, cet élément additionnel, il devient assez clé pour avoir le plus de chances de réussir à arriver où on veut arriver. Ok, merci. Et toi, Marc, dans ce que tu mets en place, alors principalement, mais pas que Microsoft 365, qu'est-ce qui a changé dans alors peut-être les dernières versions, voire même les interfaces, voire même les interconnectivités entre les différents outils? Tu l'as dit un peu précédemment dans la conférence que tu as fait. Est-ce que ce n'est pas des questions d'usage, de pratique, de bonne pratique, de méthodologie? Oui, au final, effectivement, c'est les usages. Après, ce qui a
Ce qui a radicalement changé, alors potentiellement par rapport à mon activité qui est autour de Microsoft 365, c'est le positionnement pour le coup d'un outil particulier qui est arrivé et qui a révolutionné les façons de travailler, qui est Microsoft Teams, et qui a intégré en fait le collaboratif au cœur du système d'information, au cœur de l'environnement numérique de l'utilisateur, en fait, puisque c'est un outil que l'utilisateur s'approprie lui au quotidien, mais où il y a une dimension collaborative. Et c'est clair que cette dimension usage est importante parce que le même outil va pouvoir être utilisé potentiellement de X manières différentes par X utilisateurs différents, va être utilisé de manière différente selon les organisations dans lesquelles cet outil est déployé. C'est un peu ce que disait Christian tout à l'heure sur la partie Goutti. C'est le même outil, mais le contexte dans lequel on l'utilise, c'est pas le même. Donc en fait, c'est ce qu'on en fait. C'est un peu, je reprends un peu pour les vieux comme moi qui ont un peu des références publicitaires, c'est comme Twingo, c'est à vous d'inventer la vie qui va avec. Ok, merci. Et puis maintenant, alors du vrai collaboratif, ça commence par quoi? L'ambition, elle commence où? Est-ce que c'est les RH? Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est la direction? C'est quoi la vision du collaboratif? Je vais prendre la parole sur cette partie-là parce que ça me tient vraiment à cœur. La première dimension à prendre en compte pour instaurer une démarche collaborative au sein d'une organisation, c'est le comité de direction. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut un sponsor, il faut un comité de direction. On parle souvent de je mets en marche un projet de déploiement de solutions collaboratives. C'est tout sauf un projet. C'est une démarche, en fait, et il faut engager toute l'organisation dans cette démarche. Il faut établir des règles du jeu, établir des modes de fonctionnement, et ça doit venir du comité de direction. Après, comme in fine, ce sont les utilisateurs qui doivent s'approprier en fait tout ce que l'on veut mettre en place et tout ce qui va être défini, c'est effectivement d'impliquer la dimension RH, mais une dimension RH avec une dimension ressources humaines et non pas responsable du personnel. Donc vraiment cette dimension de gestion d'humain, de gestion des compétences et d'accompagnement des utilisateurs pour embarquer tous ces utilisateurs et qu'il y ait un principe en fait d'équité au sein des sociétés et qu'on n'ait pas de fracture numérique avec certains utilisateurs. Du coup, Emmanuel, je complète cette question par opérationnellement, quand on déploie ça, par rapport à comment tu interviens toi dans l'entreprise, sur le système d'info, sa mise en œuvre, son déploiement, ses phases de déploiement. C'est quoi un peu les bonnes pratiques ou les 3 choses à faire et les 3 choses à pas faire qui fait que le projet s'engage un peu correctement ou s'engage très mal? Alors, je vais combattre ce que dit Marc. Je pense que les moyens sont importants aussi. C'est-à-dire que on ne peut pas insuffler un projet sans investissement de moyens, aussi bien des moyens humains que des ressources financières, ou de se faire accompagner. Moi, ce que je préconise souvent, c'est la vérité, elle est ailleurs. C'est-à-dire que souvent, la culture de l'entreprise, qui est parfois un peu trop auto-centrée sur elle-même, n'a pas l'ouverture d'esprit pour adopter des nouveaux outils de gestion ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'en fait, ce que nous, on apporte, c'est une méthodologie structurée qui a été mise à l'épreuve pendant 15 années d'expérience. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche plus, on ne sait pas ce qui marchera demain. Donc c'est-à-dire que la méthodologie elle doit être aussi agile, dans le sens où on doit s'adapter au marché. Et on se rend compte, par exemple avec l'avènement du cloud, que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, parce que tout simplement, on a tendance à répliquer ce qu'on faisait hier dans les nouveaux outils. Or, ça, pour moi, c'est une des choses qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'adoption doit aussi passer par l'adoption des méthodes et une certaine ouverture d'esprit est nécessaire pour ça. C'est vrai que certains clients qui se disent tiens, je vais changer de ERP, copient ce qu'ils avaient dans l'ancien système dans le nouvel ERP. Ben non, parce qu'il faut en fait s'adapter à l'ERP ou aux nouveaux outils ou aux nouveaux usages.
Mais alors, est-ce que c'est les usages qui prédominent l'orientation, la vision, ou c'est l'outil qui contraint parce que en termes de pratique, il faut métamorphoser comment on fonctionne au quotidien? Moi, je pense que c'est l'adaptabilité, en fait. J'ai fait des entreprises où la direction en général insufflait oui, il faut changer, il faut changer, il faut changer, mais elle disait pas comment. Donc, Ni pourquoi? alors pourquoi? Oui, le sens. Non, mais en termes de vision. Oui, Ouais. non, mais bien sûr. Ouais. Où c'était plutôt imposé. On va aller sur M365. Ok. Pourquoi, etc. Le sens. Mais le comment était souvent pas abordé. C'est-à-dire, on va mettre Office 365. Donc, c'est comme ça. Et on vous met un intégrateur, et puis il vient, et puis il le met en place techniquement. Mais derrière, on négligeait souvent la phase humaine d'adoption. Et donc c'est là où en fait Marc intervient, parce que moi je l'ai fait intervenir sur des comptes, pour faire comprendre qu'il y a d'autres façons de travailler, peut-être plus efficaces, qui permettent de gagner en productivité. Et c'est en fait ces gains-là qu'il faut expliquer, parce que au final le gain il est pour l'utilisateur, il n'est pas seulement pour la direction générale ou la direction financière, quoi. Et toi, Christian, donc toi qui es plutôt sur l'outil à la base, mais qui accompagne et développe des missions et des visions transverses parce que vous avez un portefeuille assez vaste en termes de typologie. Comment tu ressens là effectivement ce que dit Emmanuel et ton quotidien en fait, comment tu peux compléter ça de ton point de vue? Alors, il y a un point très, très intéressant, je vais rebondir justement sur ce qui a été dit pour te répondre. C'est que si on revient à notre sujet, sur la collaboration 5.0, avant le 5.0, on avait 4.0, 3.0, 2.0. Faut pas l'oublier ça. C'est-à-dire que la démarche de collaboration, d'amener de l'humain, on ne doit pas oublier de pourquoi on le fait et que les risques ou les problèmes qu'on peut voir quand on va chez nos clients, c'est aussi l'excès sur le sujet. Et Marc saura le dire très bien. Prenons l'exemple de Teams. Quand je mets en place Teams, c'est pour faire des choses bien précises. Les excès, c'est que je commence à faire tout et n'importe quoi. Et donc, je ne vais plus avoir que de la collaboration. Et je vais oublier de pourquoi je veux mettre en place cette collaboration. Et donc, moi, j'ai pour habitude de dire qu'on va faire de la collaboration cadrée. Nous, dans notre solution, justement, évidemment qu'il y a de la collaboration. Ça, on ne peut pas exister dans un produit SaaS de gestion de projet de portefeuille si on ne met pas de la collaboration. Mais il faut la cadrer. Mon information, là, collaborative, il faut que je sache où elle est, comment je la récupère, qu'est-ce qu'elle veut dire, à quel moment je l'autorise, cette collaboration. Et donc, on se rend compte que cet aspect-là, si je parle un peu de choses un peu équivalentes dans le monde du projet, il y a quelques années, je pense que plein de gens l'ont vécu, c'était la folie de l'agilité. On en a mis partout de l'agilité. On en a mis partout de l'agilité, et puis c'était, allez, les projets, hop, on oublie, c'est fini. Et on y revient. On y revient pourquoi? Non pas qu'on la met à la poubelle, l'agilité, mais on l'a fait de façon réellement plus agile. On remet du projet là-dedans, on fait du projet agile. Voilà. On avait oublié la partie projet, on faisait de l'agilité, et maintenant on fait du projet agile. Et ça marche. Donc méthode, référentiel, voilà. Process, méthodologie. Et donc ne pas faire juste de la collaboration, je fais de la collaboration, mais pourquoi? Voilà, pourquoi je la fais, et quand je sais pourquoi, du coup je vais la mettre en place correctement avec une réelle valeur ajoutée, et tout le monde va y gagner. Ok, en termes de vision pour compléter le collaboratif structuré et méthodologique, ça génère un volume important de données, j'imagine. Donc vous l'avez tous un peu nommé dans vos conférences respectives. Aujourd'hui, la donnée collaborative, elle sert à quoi? On l'utilise pour quoi? Et c'est quoi, au service de la vision, cette donnée-là? Alors si je prends mon sujet, qui est plus autour de du projet, c'est réellement sur le partage d'informations du sujet projet, du sujet de son cadrage, de comment il avance, des échanges autour de ça pour être au plus précis et à amener justement ces échanges humains qui vont amener une qualité meilleure. Cette donnée, et ensuite c'est chaque solution, chaque métier, finalement, va avoir des besoins différents.
De notre côté, il n'y a pas besoin d'usage, de consolidation de cette donnée de collaboration, voire de l'exploitation pour ramener de l'intelligence artificielle. Parce que là, on est sur des sujets tout autres. Et donc, nous, on la centre vraiment sur le sujet qu'est le projet, et ça doit aider l'acteur qui est le chef de projet, le chef d'orchestre, et évidemment ses visions de management. Donc, je me répète un peu, mais dans cette façon, dans cet aspect cadrage. Marc, sur la question données, génération de données, à quoi ça sert? Alors, Qu'est-ce que ça fabrique en fait? dans toute activité, il y a besoin de travailler sur des données, de générer des données, et la collaboration, elle va prendre différentes formes selon ce que l'on veut faire. Si on est à l'intérieur d'un service qualité et qu'on travaille sur le système qualité avec des pilotes qualité, on va travailler sur de la collaboration, et on va gérer de la donnée qui aura besoin d'être de la donnée référentielle, qui aura besoin d'être de la donnée sécurisée, de la donnée protégée, parce qu'elle fait partie du patrimoine de l'organisation. Si on est sur un projet où on fait intervenir des sous-traitants externes, des prestataires externes, on va également gérer de la donnée, mais là on va voir qu'on va faire interagir des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc cette donnée, ce qui est important, c'est que de toute façon, il y a plein de données qui est générée, et le travail de la structuration que l'on doit faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de duplication de cette donnée, qui soit de la duplication non nécessaire. En fait, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, hein, sur des serveurs de fichiers. Moi, je le vois à chaque fois que je vais chez les clients sur des serveurs de fichiers, c'est qu'une même donnée est présente dans X fichiers différents. Et je dissocie bien la donnée fichier versus donnée, qui n'est pas la même chose. Et si on a besoin de collaborer, et aujourd'hui on parle de la collaboration 5.0, qui est de dire j'ai besoin de retrouver de l'information. Ça devient un labyrinthe pour le collaborateur. C'est le labyrinthe de retrouver de la donnée. Et de la donnée qualifiée pour optimiser le temps consacré à. C'est ça. Et derrière cela, du coup, quelles sont les garanties que l'information que l'on utilise, la donnée que l'on utilise, c'est la bonne? S'il y a 5 versions, il y a peut-être une des 5 versions qui a été peut-être modifiée par quelqu'un. On n'est pas certain d'avoir cet élément-là. Donc il y a besoin de structurer l'ensemble du patrimoine informationnel de l'organisation de façon à ce que on puisse répondre à ces problématiques. Et l'évolution des technologies aujourd'hui permettent de faire ça, ce qu'elles ne permettaient pas avant. Avant, quand on était sur un serveur de fichiers, c'était dossier sous dossier, et il n'y avait pas d'alternative en fait. On ne pouvait pas faire autre chose. Si je gère des clients et que je gère client par année, je ne peux pas faire année par client. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça se décide à un instant T. Aujourd'hui, les outils permettent, en fonction de son métier, d'avoir une vision qui est indépendante du stockage de la donnée, qui est de dire, moi j'ai besoin de l'avoir année client, alors qu'un autre utilisateur aura besoin de l'avoir client année. Mais c'est la même, ça reste toujours la même donnée, et ça contribue derrière à toutes les problématiques que l'on a autour de la sobriété numérique derrière, et tous les environnements, tous les aspects RSE qui sont aujourd'hui encore plus d'actualité que... Oui, et encore une fois, au service du collaborateur, pour qu'au quotidien, ce soit efficient. Qu'ils puissent retrouver de l'information, et qu'ils trouvent l'information sereinement, en étant certain que ce soit la bonne. Emmanuel, un SI Vision 5.0 collaboratif, c'est quoi par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors, je ne te demande pas de faire une thèse, mais juste aujourd'hui, en termes d'expérience, pour être un peu concret, c'est quoi un projet réussi, comme tu l'as décrit précédemment, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, sur une modélisation de données au service du collaborateur, dans une vision d'entreprise? Est-ce que tu as un exemple ou une méthodologie un peu à décrire ici? C'est une question piège. Non, il n'y a pas de question piège. C'est une question ouverte, trop ouverte peut-être. Question ouverte. Alors, si on va vers du SI idéal, je pense qu'il n'y en a pas. C'est toujours une histoire de compromis entre les moyens qu'on met pour les mettre en place, la capacité des équipes à s'adapter, et les outils qui sont mis en place, bien sûr, c'est-à-dire sur les technologies qui sont très mouvantes. Moi, je pense que l'avènement du cloud est en train de rabattre vraiment les cartes au niveau du SI. Pourquoi? Parce qu'avant, on installait des serveurs, on mettait de l'infrastructure dessus, des OS, des bases de données, etc., etc. On mettait des équipes qui géraient ça, et puis on paramétrait, on développait. Maintenant, ça va de plus en plus sur la consommation de services.
Et pour moi, le SI idéal, c'est un SI où on consomme le service le plus adapté à son besoin, en termes de périmètre fonctionnel, et puis quand on en a besoin. C'est le principe du cloud, c'est-à-dire voilà, on peut prendre des forfaits qui permettent de s'adapter à la consommation, on paye. Et l'idée du cloud, en fait, c'est qu'on l'a appliqué au DSI aussi, c'est-à-dire que le service, le DSI as a service, c'est ça en fait, c'est du temps partagé. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelqu'un quand on a envie, sur la compétence, etc., pour faire que le SI progresse. Et donc la consommation de services va aussi sur les organisations internes des entreprises. Et moi je crois beaucoup au fait que toutes les fonctions support, maintenant on les appelle les fonctions vitales chez nous, soient de plus en plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise. Pourquoi ? Pour toutes ces raisons-là, c'est-à-dire la flexibilité, le fait d'avoir toujours des équipes qui sont en dernière version sur le légal, sur les technos, etc. Et ça permet en fait à l'entreprise de consommer du service sur des fonctions internes de son organisation. Et je trouve ça pas mal en fait. Donc c'est extrêmement collaboratif, mais là la question c'est plus interne-externe, c'est compétences, qualité, disponibilité. La clé du SI de demain, c'est l'hybride, c'est-à-dire d'avoir des compétences en interne sur des gens, sur peut-être là où on doit être compétitif et on doit garder la compétence en interne. Par contre, sur les fonctions type support ou vital, comme nous on les appelle, je veux dire qu'on soit DSI chez, je dis une connerie, Adidas, le Coq Sportif ou Puma. C'est le même métier, c'est les mêmes... donc est-ce qu'on a besoin, est-ce que les trois entreprises, même si elles ont une certaine taille, demain, des PME, dans ce type de secteur, vont pas aller puiser la compétence dans un DSI externe, qui sait gérer le domaine d'activité. Merci. Un petit mot pour conclure. Si demain tout ça se met en place, c'est super. On a encore vécu une énième révolution parce qu'on a rajouté un chiffre. C'est quoi un peu votre vision de ce qui va se passer là ? Donc vraiment de la prospective. On peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a désiloté beaucoup de choses, la transversalité, l'agilité, effectivement, interne, externe. Et puis demain, ou après-demain, ce serait quoi ? Alors, le mot évidemment qu'on ne peut pas, enfin les deux mots du moment qu'on ne peut pas négliger et qui nous foncent tous dessus, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Alors justement, cette collaboration, c'est un vaste sujet. Hein, je sous-entendais tout à l'heure, à un moment donné, cette donnée, ok, qu'est-ce qu'on fait pour l'exploiter ? Comment on amène de l'IA dessus ? Mais là, on touche à d'autres sujets. Là, on touche à des sujets sensibles, évidemment, RGPD, mais même plus que ça. Donc ce serait du collaboratif, automatisé, génératif. Alors, je pense qu'on y arrivera, mais sans doute que ça prendra un peu plus de temps que le 4 vers le 5. C'est un sujet, alors c'est peut-être pas la Révolution 6, hein, il y aura peut-être autre chose, ça sera peut-être plutôt la 7. Ouais. Mais évidemment, ça va être un sujet qui a déjà démarré, hein, mais il y a quand même... on n'en est pas au stade de maturité sur le sujet quand même. Hein. Donc voilà, ce sujet évidemment, c'est les prochaines unités. Hein. Pour toi, Marc ? Alors pour moi c'est clair. Alors je serais pas aussi, je vais pas dire pessimiste que Christian, parce que je sais pas s'il faut dire qu'on est pessimiste ou optimiste là-dessus. Mais l'IA aujourd'hui, elle est avec nous en fait. Aujourd'hui, elle est là en fait. Quand on parle de collaboration et qu'on dit que la collaboration 5.0, c'est rajouter le facteur humain pour qu'il y ait de la collaboration entre les humains. L'IA, elle est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des IA et Microsoft en parle en présentant cela comme étant des copilotes. Copilote, ça veut bien dire qu'on est pilote et on a un copilote. Copilote qui va nous aider à faire certaines tâches. C'est de la collaboration, mais c'est de la collaboration qui vient à une autre étape
du processus. Avant, on avait des IA qui étaient là pour nous donner des données sur qui partaient d'un ensemble d'informations et qui nous donnaient des résultats, des algorithmes de calcul. Là où aujourd'hui, on va avoir des IA dites génératives qui nous produisent des V0 de documents à partir desquels on va pouvoir commencer à travailler. Et toute la question qu'il y a derrière ça, et moi, quelque part, alors je disais que j'étais un peu pessimiste ou pas vis-à-vis de toi, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cette dimension-là, elle n'est pas prise en compte, je pense, par les organisations sur ce facteur humain qu'est-ce que les IA génératives vont apporter individuellement à chaque collaborateur et collectivement à l'organisation, parce que derrière cela, alors il y a une approche pessimiste qui dit l'IA va remplacer des métiers, ok, bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a surtout le fait de dire, et c'est pour ça pour le coup les premiers résultats sont bien là, c'est que l'IA générative fait gagner du temps individuellement. La vraie question qu'il faut se poser, c'est ce temps-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est du temps qu'on redistribue aux collaborateurs ? Est-ce que c'est du temps qu'on redistribue à l'équipe ? Ou est-ce que c'est du temps qu'on redistribue à l'organisation ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps-là ? Et cet élément-là, pour moi, c'est le vrai challenge qui va arriver très très rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on va gagner avec ces IA ? Et pour moi, je pense que vu le niveau de... je vais être un peu engageant sur cette partie-là, mais vu le niveau de maturité numérique des organisations au sens large, je suis plus qu'inquiet sur la capacité à appréhender tout ça. Voilà. Donc je suis parti dans... Alors je suis pas pessimiste, je suis inquiet, donc c'est pas pareil. D'accord. Et toi, pour conclure, Emmanuel, du coup, ton sentiment de c'est quoi l'avenir? Bon, j'ai juste une petite punchline rigolote. Il a fallu attendre le 5.0 pour parler d'humain et ce que vous décrivez, on repart vers de la technologie globalement et effectivement, on réoublie l'humain, sauf dans la dimension que tu nommes là. Au vu de ces éléments, Emmanuel, tu auras envie de dire quoi, toi, par rapport à ton sentiment de ce que c'est demain le collaboratif? Pour moi, le collaboratif, ça va être d'aller plus loin dans la collaboration avec effectivement les IA, parce que je pense qu'il n'y en aura pas. Déjà, il n'y en a pas qu'une, il y en aura plusieurs, avec différents types. Et c'est comme nous on le fait, c'est-à-dire que quand il y a des problématiques chez les clients que le client ne sait pas gérer, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers un ami, hein, voilà. Et donc là, on va se tourner vers des IA. Donc pour moi, demain, le collaboratif, c'est comment savoir dialoguer avec ces IA pour déjà vérifier, drainer et c'est ça les enjeux en fait. C'est quand on te fournit une info, d'où elle vient, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle a des probabilités d'être juste, fausse, etc. Et je pense que le collaboratif, ça va être ça. Et donc pour nous, ça va être le augmenter au carré, c'est-à-dire que nous, on a déjà des DSI qui utilisent l'IA pour pouvoir gérer des décisions. Alors, je devrais peut-être pas dire ça, mais tout au moins, pour l'instant, on l'utilise. Des suggestions de décision. Des suggestions de décision, tout à fait. Ouais. On l'utilise pour faire des mails, pour faire des trucs, pour récolter de l'information, pour challenger des idées. Donc, ça suggère, tu as raison. Et la valeur ajoutée qu'on va avoir, nous, c'est de rajouter, en fait, une rassurance par rapport à ce qui sera proposé. Et donc, ce qui est important dans le collaboratif demain, c'est de pouvoir mieux dialoguer avec ces IA pour pouvoir l'intégrer comme fait Microsoft avec Copilot. Je trouve que Copilot, c'est un bon nom parce qu'il faut qu'on reste pilote. Voilà. De toute façon, si demain, on a des scénarios à la Terminator, il suffit de débrancher la prise, non? C'est pas comme ça que ça marche? Ça peut. Non, voilà. Après, de toute façon, c'est une marche. On ne peut pas aller contre, donc il faut s'adapter. Celui qui s'adapte à ces nouvelles tendances survivra. Voilà. Et donc nous, on ne va pas rater cette opportunité. Super, merci beaucoup à tous les trois pour votre qualité et d'échange. Et puis voilà, bonne fin de salon à tous. Merci beaucoup. Merci.